Une augmentation modeste des salaires négociés dans le secteur du nettoyage et de la propreté. En soi, c'est une goutte d'eau sociale, mais on est bien là à la convergence d'un enjeu qui pourrait être essentiel dans la campagne présidentielle, celui de la reconnaissance en particulier du rôle des fameux employés de la deuxième ligne pendant la crise sanitaire et celui du pouvoir d'achat des Français en général. Jean Castex appelle donc à discuter. 7 branches professionnelles le font déjà. Nos invités sont là pour nous éclairer. Mais d'abord, cet accord pour le demi-million de salariés de ce secteur de la propreté. Bonjour Sarah Lemoine. Bonjour. Accord négocié, mais tout n'est pas si simple. Oui, l'an prochain, les salariés de la propreté vont bénéficier d'une petite augmentation. Le salaire horaire de base va passer de 10,56 € à 10,73 €, soit 17 centimes de plus pour un temps plein. La prime annuelle sera portée à 225 €, c'est 50 € de plus. La prime transport, elle augmente de 9%. Alors cet accord de branche a été signé cet été par Force ouvrière et la CGT, mais pas par la CFDT qui juge ces hausses insultantes parce que la hausse du salaire minimal est inférieure à l'inflation et parce que 70% des salariés de ce secteur sont à temps partiel. Philippe Joigny, le président de la Fédération des entreprises de propreté, se défend. On a signé un certain nombre d'accords qui pèsent sur l'amélioration des conditions de travail de nos salariés cette année, sur la formation, sur les salaires. Les entreprises de propreté sont prêtes à aller plus loin. Sauf qu'on ne peut donner que ce que l'on a. Car pour changer les choses en profondeur, il faudrait que ceux qui achètent les prestations de ménage arrêtent de tirer les prix vers le bas. Premier visé, l'État, les collectivités territoriales et les hôpitaux publics, ce que reconnaît Elisabeth Borne, la ministre du Travail. C'est important que les acheteurs, qu'ils soient publics ou privés, soient attentifs à avoir des clauses sociales dans leurs appels d'offres pour ne pas choisir finalement le moins disant. On va travailler avec la branche propreté qui a des propositions à faire. En tout cas, la volonté du gouvernement, c'est clairement de s'assurer que ces marchés ne tirent pas les prix et donc les conditions de travail vers le bas. Et les donneurs d'ordre publics et privés se sont d'ailleurs engagés hier en signant une charte avec les entreprises de la propreté, donc pour faire évoluer les pratiques. Voilà où on en est, Sarah, dans ce secteur de la propreté et ailleurs. Est-ce que ça avance? Alors, sur les 15 branches qui emploient des salariés dits de la deuxième ligne, 6 autres sont en train de discuter, affirme le ministère du Travail. La prévention et la sécurité, par exemple, qui travaillent en ce moment sur la classification des métiers. Pareil dans le transport routier de marchandises, avec en plus la revalorisation des frais de déplacement. Dans le secteur des déchets, des négociations sont prévues sur un 13e mois. Le mouvement est lancé, il faut continuer, dit la ministre du Travail. Hier, le Premier ministre a cité nommément les industries agroalimentaires, mais aussi les cafés, hôtels, restaurants, pour une toute autre raison. Ce secteur a été massivement aidé pendant la crise. Il peine aujourd'hui à recruter, faute de salaires trop faibles et d'horaires de travail trop compliqués. Sarah Lemoine, merci beaucoup et je vous présente nos invités. Bonjour Véronique Revillot. Bonjour. Vous êtes la secrétaire générale adjointe de la CFDT Services, secteur des services. Et bonjour à vous également Louis Morin. Bonjour. Vous êtes le directeur de l'Observatoire des inégalités. Véronique Revillot, on le disait, vous n'êtes pas signataire de cet accord dans ce secteur de la propreté. Il ne règle rien pour vous en fait? C'est un effort qui est clairement insuffisant au regard d'une part de l'inflation, mais également des travaux spécifiques qui ont été demandés aux agents de la propreté dans la période, puisqu'ils ont été exposés à des risques supplémentaires, souvent sans équipement de sécurité, et qu'un retard conséquent est enregistré sur leur rémunération depuis 2009. Donc vous dites qu'il ne faut pas se précipiter pour signer n'importe quoi? Tout à fait, c'est pas très gentil pour mes autres collègues, mais c'est vrai que quelque part on attendait un effort qui soit bien plus important. C'est d'autant plus important que depuis 2017, nous n'avons pas la possibilité de faire bénéficier l'ensemble des salariés des accessoires de salaire. Ils ne sont plus opposables pour les entreprises et donc tout accessoire de salaire qui serait négocié ne s'impose pas. Donc si la branche ne peut pas augmenter les salaires, qui peut le faire? Et la question, elle est que salariale pour vous ou pas? Dans ce secteur par exemple, on parlera du reste. La question est générale. Il sera évident pour tout le monde que les conditions de travail sont un véritable sujet. On est sur une population qui a des amplitudes horaires extrêmement importantes. Très peu de considération, très peu de reconnaissance, qui change d'employeur régulièrement par des rachats d'entreprises très réguliers et qui du coup voient ces conditions de travail se dégrader aussi des appels d'offres moins disants. Louis Morin, on le voit bien à quel point ces promesses, on en a parlé d'ailleurs ensemble sur France Info depuis des mois, même une année, pour les deuxièmes lignes, à quel point elles tardent à se traduire dans les faits.
Bah oui, je partage vraiment ce qui vient d'être dit. Il faut quand même dire à vos auditeurs que 17 centimes, si mes calculs sont bons, de l'heure, c'est 32 € par mois. Et ce qu'a dit madame est tout à fait juste. C'est à peine plus que l'inflation. C'est quand même par rapport en plus au travail qui a été fourni et aux écarts de rémunération. Il y a quelque chose à faire. On a entendu dans le reportage, on ne peut donner que ce qu'on a. Mais attendez, ce qu'on a, ces entreprises quand même font des profits. Elles peuvent aussi répartir autrement les profits. Évidemment que les donneurs d'ordre doivent payer plus cher, mais c'est pas simplement ça, c'est aussi une question de répartition globale. Et ce faisant, c'est derrière ces hausses qui restent malgré tout très faibles. Il y a quand même, on nourrit des tensions, on nourrit des formes de mépris social aussi pour ces professions qui est étrange quand même, où on travaille le plus dur, le plus souvent, et pour des rémunérations extrêmement faibles. Là, je crois qu'il y a un point très fort et qui sera dans la campagne présidentielle de l'an prochain. Et il y a la question de la parole politique, parce que à de nombreuses reprises, on a entendu le chef de l'État lui-même, et il n'est pas question de douter de sa sincérité, entre guillemets, dire, voilà, il y aura cette reconnaissance. Le Premier ministre également, les premiers successifs. Je crois qu'on en a effectivement déjà discuté à plusieurs occasions à l'antenne. Ce décalage entre des discours d'un côté et des actes de l'autre, c'est quelque chose qui est vraiment quelque chose qui pose un problème énorme et qui ruine notre démocratie. Comment, après, quelle autorité on peut avoir quand on prend des décisions, à force de dire des choses et pas les faire, on entraîne toutes ces tensions sociales qu'on retrouve à différents niveaux, hein, pas simplement au niveau des salaires, mais je crois que là, il faut faire de la politique. Il faut qu'on prenne des décisions, qu'on les prenne ou pas, mais faire ce qu'on dit, c'est pour moi tout à fait central dans la démocratie, et ce qui nourrit ces tensions, cette insécurité, ces fragilités, plus que des émotions assez vagues. Ça repose sur des choses très concrètes, quoi. Le sentiment d'injustice a parfois un effet plus fort même que la réalité elle-même. C'est-à-dire que c'est quelque chose de pour moi majeur. C'est une des raisons, Véronique Revillot, pour lesquelles votre syndicat, par exemple, n'a pas signé cet accord, dire à tout le monde, prenez vos responsabilités. On ne peut pas se contenter de ça, les politiques aussi. Il n'y a pas de petits salariés avec des petits droits. Et aujourd'hui, c'est vraiment le sentiment que les salariés font remonter. Je pense qu'ils attendent de la CFDT qu'on soit exigeant, qu'on ne signe pas n'importe quoi, qu'on s'engage à la hauteur de leur engagement professionnel, parce qu'ils ont été sur le terrain, ils ont été au rendez-vous. Et aujourd'hui, on a vraiment l'impression qu'on leur tire la langue. Il s'agissait de matières premières dont le prix évoluait, on ferait évoluer le prix de la prestation. Et aujourd'hui, ce niveau de reconnaissance n'existe même pas. Donc vous avez quand même un grand nombre de salariés qui se sont aussi retrouvés en activité partielle, donc qui ont perdu 20% de leur salaire, pendant que des entreprises ont fait des chiffres records. C'est clairement inaudible pour les salariés. Mais vous entendez le discours du gouvernement. Aucun pays n'a fait autant pendant la crise. Le quoi qu'il en coûte, c'est la France qui l'a porté le plus. Bien sûr, évidemment, on a eu une grande chance d'avoir l'activité partielle pour préserver les emplois. Cependant, aujourd'hui, l'emploi est impuissant. Il entend les organisations patronales nous signaler qu'il y a des efforts conséquents qui sont faits, mais dans les faits, ils ne sont pas réalisés. Donc aujourd'hui, malgré le fait que le ministre de l'économie, des finances et de la relance invite et appelle de ses voeux à des reconnaissances en matière de salaire, on voit clairement que ce n'est pas le cas. Eh bien, écoutez, on poursuit la conversation. Vous restez bien entendu tous les deux après un passage par le fil info. Armand Perrologa, 12h20. Et nous sommes toujours avec le directeur de l'Observatoire des inégalités, Louis Morin, et avec Véronique Revillot, qui est la secrétaire générale adjointe de la CFDT Service, pour évoquer ces enjeux de pouvoir d'achat dans la rentrée sociale, cette charte négociée, mais tous les syndicats, vous-même la CFDT d'ailleurs, ne sont pas d'accord dans ce secteur, augmentation des salaires, dites-vous, minimale. Peut-être faut-il regarder encore plus largement, Louis Morin, parce qu'on apprend aujourd'hui, on en parlait dans le journal de midi, le baromètre annuel de la pauvreté du Secours populaire. Je donne juste deux chiffres. 45% des Français qui déclarent avoir perdu des revenus à cause de la crise. 27%, un peu plus d'un quart des Français interrogés qui disent eux devoir restreindre leur quantité de nourriture pour des raisons financières. Dans ce quart-là, oui, il y a des salariés, il y a des personnes qui travaillent ces secteurs-là peut-être. Oui, évidemment. Ceci dit, il faut malgré tout
être prudent. Quand 45% des gens ont perdu de l'argent, quand on perd de l'argent et qu'on gagne presque rien, c'est pas la même chose. Hein. Quand on perd 100 euros et qu'on est au SMIC à 1200 euros, c'est pas du tout la même chose que quand on gagne 10 000 euros. Donc, il faut quand même être très prudent parce que moi, je trouve qu'on mélange des situations très différentes de salariés ou de précaires, de gens vraiment en grande difficulté, des gens qui disent se plaindre, mais qui en fait sont quand même touchés. C'est pour ça que j'ai insisté sur l'autre chiffre. Le quart des Français interrogés qui disent devoir restreindre leur quantité de nourriture pour des raisons financières. Là, je sais pas, peut-être qu'on mélange tout aussi. Hein. Je ne sais pas. Oui, je pense aussi que là, il faut faire attention à ne pas exagérer certaines formes de situations, parce que finalement, on finit par masquer celles des personnes qui sont vraiment en grave difficulté alimentaire, qui ont des problèmes financiers extrêmement importants, qui doivent se faire aller dans les banques alimentaires ou au resto du cœur, et donc ne pas mélanger. Pour moi, c'est important pour bien comprendre la réalité. Parce que cette réalité, elle est extrêmement grave pour un certain nombre de personnes et des personnes qui sont sans emploi, des personnes qui sont en grave difficulté, mais aujourd'hui aussi des salariés, des gens qui ont un emploi et qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts parce que les salaires sont trop faibles. On n'a pas parlé d'une chose, c'est le SMIC quand même. Le SMIC l'an dernier a été augmenté de 10 euros net. Voilà, on prend tout de suite on va trouver la difficulté, la hausse du gaz pour une famille qui va se chauffer au gaz, ça veut représenter, la seule hausse du gaz, ça veut représenter ces 10 euros. Donc voilà, il y a quelque chose, il faut agir dans ce domaine-là. Ce n'est évidemment pas, on va pas tout résoudre en augmentant le SMIC et d'un coup en faisant un bond de salaire, mais il y a quand même un sujet qui, comme le disait Madame tout à l'heure aussi, il y a quand même aussi une forme de reconnaissance, c'est-à-dire de l'effort, du travail, c'est la France qui se lève tôt, les entreprises, les salariés de la deuxième propreté et de la propreté en particulier, c'est des gens qui se lèvent très tôt le matin. Justement, Véronique Revillot, puisqu'on parle du SMIC, je crois, arrêtez-moi si je dis une bêtise, que Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, dit oui, il pourrait y avoir une augmentation du SMIC au 1er octobre. Ça va dans le bon sens. Est-ce que ça serait suffisant par rapport à l'inflation, ce qui est envisagé? Alors, les augmentations sont toujours les bienvenues, bien évidemment, mais vous voyez bien aussi que là, on est au cœur d'un sujet complexe. On est sur 70% de salariés à temps partiel, on l'a expliqué, principalement des femmes, sur des horaires qui ne correspondent pas toujours aux horaires des transports en commun. On est sur beaucoup de familles monoparentales. Donc le SMIC, effectivement, c'est intéressant, mais vous verrez bien que dans la France entière, ce sont finalement les augmentations du SMIC qui ont été les plus importantes par rapport à l'évolution des grilles de salaire. Donc, finalement, les niveaux les plus bas finissent par être tous absorbés par le SMIC. Et si je prends l'exemple des entreprises de services à la personne, qui ont des conditions aussi voisines, on finit par avoir 3-4 niveaux qui commencent à voisiner avec le SMIC. Donc, la question, c'est toujours bien parce que c'est finalement parfois la seule démarche. Par contre, en soi, et monsieur l'a très bien dit, quand vous gagnez en moyenne 600 euros par mois, eh bien en activité partielle, ça fait 20% de moins. Il faudra qu'on m'explique comment on fait pour vivre avec ça, tout en occupant plus de 35 heures de son temps à son activité salariale. Et quand vous entendez, Véronique Revillot, chez les chefs d'entreprise, mais aussi chez certains membres du gouvernement, la petite musique, oui, augmenter les salaires, ça serait très bien, mais salaire un peu admis de l'emploi. Oui, alors bon, moi je pense qu'à un moment donné, si les salaires avaient augmenté, les cotisations sociales aussi et les finances de l'État s'en porteraient que mieux. Donc je veux dire, c'est pas perdu pour tout le monde. Et en l'occurrence, l'ennemi de l'emploi, à partir du moment où les personnes sont aussi rémunérées correctement, elles peuvent aussi dépenser davantage. Donc mécaniquement, les augmentations de salaire, elles ont un effet systémique aussi. Et pour en revenir, Louis Morin, la question de ces secteurs, hôtellerie, restauration, mais pas seulement, où les chefs d'entreprise la disent, on a du mal à recruter. Est-ce que c'est justement qu'une question, là aussi, salariale, ou de quelque chose qui a aussi changé cette crise sanitaire, sans doute, de rapport au travail et à la reconnaissance du travail différente? Alors la plainte des directions d'entreprise dans leurs difficultés de recrutement, dans certains secteurs où il y a des qualifications particulières, elle est réelle. Mais enfin, depuis des décennies, on entend dire ça, et il suffit de constater les salaires, les 600 euros par exemple, en temps partiel, dont Madame parlait, ou les salaires qui sont proposés, les conditions
du travail, la difficulté du travail, et j'ajouterais l'estime, les responsabilités, l'autonomie des salariés, les formes de soumission dans lesquelles sont mis placés certains salariés, on comprend à l'évidence qu'une partie de la population, en particulier des jeunes, ne souhaite pas. Mais ceci dit, quelle est la proportion réelle qui refuse des emplois? On le voit massivement, les jeunes occupent les emplois qu'on leur donne, et parfois avec des formes de déclassement très forts, y compris même parmi des jeunes diplômés. C'est pas simplement des jeunes très peu diplômés qui vont qui vont aller vers des emplois très peu qualifiés, mais une partie de jeunes doivent en rabattre sur leurs exigences, leurs aspirations. Et là aussi, on a, pour moi, dans la société française, une source de tension très forte à employer des jeunes avec des salaires très faibles dans des conditions très très difficiles. Voilà, on se retrouve avec ces tensions qu'on a là, et puis on continue à se plaindre, à dire les jeunes ne veulent pas venir travailler, ce qui pour moi est complètement faux. Et voilà, des débats essentiels qui, on l'espère, seront au cœur de cette campagne présidentielle. Merci beaucoup à tous les deux, Véronique Revillot de la CFDT du secteur des services, Louis Morin, directeur de l'Observatoire des inégalités. Je cite votre livre, Louis Morin, Encore plus, enquête sur ces privilégiés qui n'en ont jamais assez, publié aux éditions Plomb. La météo arrive dans un instant.